pour vous servir et on va faire un petit tour de table pour vous présenter mes autres camarades. Moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Alicia Duleux. Eh bien moi c'est Alexandre, je vais vous accompagner durant ce podcast. J'espère que vous passerez un très bon moment et je vous laisse mon collègue Mathis. Duclerc Mathis ici pour vous servir. Oui, il y a Olivier qui est toujours là, mais il sera moins entendu que les fois précédentes pour une question logistique. Moi c'est Loris Nzaoui de la PR et je suis là avec toute l'équipe. Évidemment, après ce long tour de table, parce que cette fois, au lieu d'être 3, on est presque le double. Hein. Donc, on va laisser après, évidemment, la star de cette émission, qui sera notre invité, se présenter. Cédric Labarbe, la star de l'émission. Donc, comme on fait un peu comme habituellement, on va demander un peu, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ton parcours et aussi un peu peut-être la raison de ta présence ici avec nous aujourd'hui. Eh bien, mon parcours commencé il y a très longtemps. Donc j'ai 31 ans. J'ai commencé, on va dire, la vie active, si on parle de bénévolat, en 2009. Donc j'avais 14 ans, par de la radio à Langon, dans une radio commerciale où je me rendais tous les samedis matins de 9h à midi à peu près pour la matinale. Puis le lycée s'est arrêté. J'ai commencé à travailler en radio justement avec Mathieu, je crois que vous connaissez, en 2014 sur un contrat qu'on appelait un contrat emploi à venir à l'époque. Donc, c'était un contrat qui était en lien entre mon employeur, la mission locale et moi-même, un contrat de 3 ans. Et puis ensuite j'ai fait plein de métiers différents. Ça passe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pendant l'entretien, mais de vendeur de chez But pendant 15 jours, être débauché pour travailler dans un palace, puis faire de la transformation digitale, de la responsabilité pédagogique, de l'animation de réseau de bénévoles, etc. Enfin, plein de choses, mais ça je vous laisserai me dire ce que vous voulez savoir et comment vous voulez le savoir. C'est vrai que si on peut commencer un peu sur un ordre un peu chronologique, comment tu t'es retrouvé globalement à travailler à la radio ? Je pense dans un premier temps. Alors à la radio, de base, j'étais au collège à Langon, Toulouse-Lautrec. Je ne sais pas si certains ont été au collège à Toulouse-Lautrec, où j'ai redoublé ma 5e. Et puis, l'école, c'était pas trop mon kiff, c'était pas trop mon truc. J'étais tout le temps malade. Enfin bon, voilà, je passais mes journées à l'infirmerie. Et en 4e, ma principale de l'époque me dit « Écoute Cédric, je sais que l'école, c'est pas ouf. Il faudrait que tu trouves ta voie. Donc ce que je te propose, c'est que pendant les vacances de février, c'est pas conventionnel, mais on te laisse faire un stage de 1 semaine où tu veux. T'as 1 mois pour trouver ton stage et nous dire et signer la convention de stage. Et voilà. Pendant les vacances scolaires, parce qu'on n'a pas le droit de faire de stage en 4e de base, mais vas-y, éclate-toi. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire de la radio. Donc j'ai posé mon CV, mon CV de 14 ans, à la radio, et la directrice de l'époque, Huguette Monzi, m'a dit pourquoi pas, pendant 1 semaine, tu viens faire de la radio avec nous. Puis j'ai rencontré Mathieu, là-bas, qui faisait les émissions de l'après-midi, de 14h à 19h de mémoire. Et Mathieu me dit, je fais aussi une émission le samedi matin. Et donc, si tu travailles pas le samedi matin et que tu veux venir m'aider, moi, je cherche quelqu'un pour gérer le standard. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis ensuite, il m'a dit, si tu veux tester autre chose, faire de la technique. Donc, je me suis retrouvé derrière la table de mixage à envoyer des musiques, des jingles, etc. Faire des jeux. Donc, la technique sur des jeux, c'est très compliqué en radio. Donc j'ai appris à être réactif là-bas. Et ensuite, j'ai commencé à faire des émissions, animer des émissions. Quand Mathieu est parti d'ARL, j'animais une émission de jeu toute la semaine, de 11h à midi, où je recevais des auditeurs à l'antenne et on jouait à l'antenne. Et j'étais payé en ticket McDo. Voilà. J'ai commencé comme ça la radio. Et puis ensuite, j'ai continué à faire de la radio sur Internet, animer des émissions sur les web radios. À l'époque, c'était très populaire. Je ne sais pas ce que ça devient maintenant. Mais il y avait beaucoup de web radios qui étaient très écoutées à l'époque. Et je faisais une libre antenne, par exemple. On parlait un peu de tout n'importe quoi. On faisait l'actualité. On passait des dédicaces des auditeurs sur plusieurs radios. Voilà. En vrai, je pense que maintenant, tout ce qui est web radio, ça a dû beaucoup être remplacé par Twitch et le format podcast. Donc, ça a dû partir un peu. Parce qu'avant, t'avais les premières grosses émissions d'internet, tu as eu le live. Et pas que, qui je pense après ont mené à tout ce qui est du Twitch et autres, qui ont vraiment pris le pas. Donc, à l'époque, il existait aussi Blog Vidéo, qui était le Twitch d'avant,
où en fait c'était des gens qui faisaient des lives avec un chat et tout. Enfin, vraiment l'ancien Twitch, quoi. Et donc, en vrai, justement, c'était à quel âge que t'as commencé, que tu avais tes fameux tickets McDo C'était. Alors j'ai commencé donc à 14 ans en stage, et puis ensuite j'y allais tous les samedis. Et je pense que les tickets McDo, ça devait être à 16-17 ans. 16-17 ans à du coup avoir un menu Maxi Best of offert quand on achetait un, quoi. Donc c'est pas vraiment très rentable parce que tu devais quand même payer. Moi je le faisais pas pour l'argent, donc je m'éclatais, j'apprenais des choses et je voyais des gens, donc c'était cool. Et t'as un peu continué jusqu'à quand de faire ton émission à la radio et après de voir jusqu'à quand, enfin, jusqu'à quand tu as fait l'émission et après tu as bougé pour faire autre chose? Je crois que j'étais jusqu'en 2013. En 2013, j'ai rejoint une web radio qui s'installait sur Podinsac, qui n'a pas duré très longtemps, qui s'appelait VS Radio, qui était dans des locaux justement au-dessus du point information jeunesse de Podinsac, qui était derrière la mairie, je ne sais pas si ça y est toujours. J'ai dû y rester pendant 1 an et demi à peu près, où on avait organisé la fête de la musique, on faisait des trucs bien sympas. Et puis ensuite, en 2000... Alors, c'est très compliqué. 2014, c'est ça. Je rejoins Code Sud FM à Seignos, au bord de l'océan. C'est trop bien. Des fois, le directeur nous appelait, enfin le président de la radio nous appelait en disant écoutez, si vous n'avez pas fini ce que vous avez fait pour la journée, si tout ce qui était urgent est terminé, il est 14h, profitez de la plage, allez vous baigner. Donc nous, on s'éclatait, c'était sympa. Et ensuite, la radio, j'ai jamais trop arrêté, sauf quand j'ai commencé à bosser dans le Palace, etc. J'ai dû arrêter pendant 2-3 ans. Et puis de temps en temps, je revenais chez REM faire quelques émissions ponctuelles. Et donc, quand je suis revenu de Paris, puisque j'ai bossé un peu sur Paris, quand je suis revenu de Paris, je me suis réimpliqué chez REM. Et donc, depuis 1 semaine et demie, maintenant, je suis le président de la radio. Voilà. Je pense qu'on pourra en poster un peu plus tard. Mais ouais, pour continuer un peu sur... moi, ce que j'aime bien, c'est un peu chronologiquement. Donc, tu te retrouvais après sur... redis peut-être l'endroit, parce que j'avoue que là... Seignos. Seignos, ouais. Je suis mauvais avec les noms. C'est à côté d'Ossegor. Cabreton. Je vois, mais j'ai mal à le situer sur une carte non plus, quand même. Mais c'est vrai que... Ah ouais, après, justement, c'est comment tu l'as fait un peu ce passage de la radio jusqu'au Palace? Qu'est-ce qui un peu a motivé ce choix et comment c'est globalement présenté et surtout mis en action ce changement, quoi. Alors la radio, c'était un contrat emploi à venir de 3 ans. Et vu que c'était une radio associative qui n'avait pas beaucoup de fonds, avant la fin de mon contrat, ils me disent écoute, on aimerait bien te garder, on n'a pas d'argent, donc on te propose 10 heures par semaine. Bon, avec un loyer à 530 € par mois, 10 heures par semaine, ça serait l'équivalent de 300 € par mois à peu près à l'époque. Donc c'était pas rentable, quoi. Donc j'aurais dit c'est gentil, mais non. Je suis parti revivre chez ma mère pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, j'en pouvais plus. Je dis écoute, je repars dans les Landes, c'est trop bien les Landes. Mais là, je suis reparti dans les terres. Et entre-temps, j'avais candidaté chez But. Je peux s'en redire des marques, on s'en fout, on est en ligne. Au pire, s'il faut, on les foutra, on les bipera. Chez Bip. Dans un magasin de meubles. Pendant 15 jours. Et à ce moment-là, j'avais déjà posté un CV. J'avais envoyé un CV sur Messenger au Palace qui était à 10 minutes de mon nouvel appartement. Et je leur dis bonjour, je suis jeune, je ne sais pas quoi trop faire, mais si vous avez des postes qui s'ouvrent sur lesquels je pourrais candidater, n'hésitez pas à me faire signe. Et ils me répondent en fait, on pourrait vous proposer des postes, j'aimerais bien qu'on se rencontre pour voir un petit peu ce qu'on pourrait vous proposer. Donc j'étais en entretien. Premier entretien avec la responsable de la réception. Deuxième entretien avec la directrice des hébergements et la responsable de la réception. Beaucoup d'entretiens pour un poste au final où il y avait des prérequis que je ne respectais pas, notamment parler anglais. Mais bon, la directrice des hébergements me voulait tellement, elle m'avait dit « Non, mais il n'y a pas de souci, moi j'ai un livre pour apprendre à parler anglais, je vous le prêterai. » Je l'attends toujours. Et puis, tout ça pour dire je ne sais plus quoi. Mais oui, voilà. Et donc, je bossais chez But à La Réole. Et je vivais dans les Landes. Donc, en gros, je vivais jamais chez moi, j'étais toujours chez ma mère. Et à un moment donné, j'ai dit le Palace, il paye vachement mieux, malgré tout, parce que c'est un SMIC hôtelier, c'est pas un SMIC de base, mais c'est un SMIC hôtelier, donc un peu plus haut. Et donc, j'ai abandonné le Palace pendant ma période d'essai pour aller bosser sur un CDD d'un an là-bas. Voilà. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de l'endroit? Est-ce que aussi tu avais peut-être des avantages
outre le SMIC hôtelier, est-ce que tu avais d'autres avantages qui pouvaient un peu se décerner Oh, ouais. Le SMIC hôtelier, c'était pas trop un avantage. Hein. Parce que le SMIC hôtelier, c'est vraiment ce que j'avais au départ. Et après, j'ai négocié mon salaire pour être un peu mieux payé. Je travaillais de nuit, pénibilité. Je gérais aussi le bar la nuit, puisqu'il y avait personne pour gérer le bar. Donc, quand il y a des clients qui restaient tard le soir, c'était à moi de faire les cocktails alors que je n'y connaissais rien. Donc, merci. Je remercie Google chaleureusement de m'avoir donné toutes les recettes de cocktails qui existent sur cette terre. Mais oui, il y avait des avantages. Déjà, les avantages Relais Château, puisque je ne sais pas si vous connaissez Relais Château. C'est un grand groupe international qui recense plein d'hôtels de luxe, et notamment sur des châteaux de luxe, des palaces, ou des trucs comme ça. Et donc, les avantages, c'est que normalement, une nuit dans le palace où je bosse, c'était entre 400 € et 2000 € la nuit. Bon, là, avec Relais Château, on avait le droit à payer 100 € par nuit dans n'importe quel relais château au monde. Enfin, c'était 100 $, mais 100 € en France. Par nuit, dans n'importe quel relais château au monde, avec pas plus de 2 nuits par hôtel. Donc on pouvait quand même s'amuser, et on avait aussi 25%, je crois, de réduction dans les restaurants affiliés à Relais Château. Donc c'était quand même pas déconnant. Mais c'était à peu près le seul avantage. Et puis on rencontre des stars et tout, c'est trop cool. Ouais, moi j'aimerais revenir là-dessus parce que on peut dire quand même que c'est une expérience qui a été formatrice, mais on peut dire aussi que c'est une expérience qui t'a quand même pas mal été sur une question d'exploitation de ta personne. Est-ce que tu la recommanderais tout de même ? Ça dépend. Ceux qui aiment bien travailler de nuit, oui. Parce qu'au final, ça se passe plutôt bien, dans le sens où on n'est pas trop sollicité. Sauf quand on a des arrivées à 3h du matin et qu'on attend son client jusqu'à 3h du matin et que c'est insupportable parce que finalement il arrive qu'à 4h ou 5h. Donc si on arrive à travailler de nuit, oui, moi j'étais pas fait pour ça. Hein. Je finissais à 7h, 7h30 du matin. Je dormais jusqu'à 18h pour reprendre le travail à 19h. Donc c'était pas tenable. Maintenant, il faut bien choisir son employeur, il faut bien négocier son salaire parce que le salaire... de base, ils promettent le SMIC hôtelier, ils savent que j'étais pas fait pour... je bossais pas dans le palace, je parlais pas anglais, j'avais pas d'expérience en hôtellerie, donc voilà, c'était facile pour eux de me recruter. Mais oui, quand on aime bosser de nuit, quand on n'aime pas trop le monde, mais quand on aime suffisamment le monde et les gens, oui, pourquoi pas. Mais par contre, on apprend la diplomatie, on apprend... à parler de manière courtoise, à ne pas refuser quoi que ce soit aux gens, quitte à leur dire on vous donnera une réponse demain. Mais comme ça, je laissais mes collègues de la journée se débrouiller pour trouver la solution. Mais oui, en vrai, il n'y a pas de... Faut aimer de bosser la nuit. Je pense que c'est vraiment le truc à avoir. Et parler anglais. Ou espagnol. Et tu nous avais dit un peu tout à l'heure, en off au tout début, que l'endroit était un peu effrayant, un peu oppressant. Est-ce que tu pourrais peut-être l'aborder un peu, je pense ? Oui, il y a une émission... Qu'est-ce que je raconte ? La nuit, on était deux salariés. On avait moi qui était donc en charge de la réception de nuit et un agent de sécurité qui était uniquement à l'entrée. Bon, l'agent de sécurité, ça faisait 20-30 ans qu'il bossait dans ce palace. Et ce palace, il est très vieux puisqu'à l'époque, l'impératrice Eugénie, donc la compagne de Napoléon, séjournait dans ce château quand elle allait en Espagne, etc. Et donc, très chargé d'histoire. Le bois aussi, très chargé d'histoire. Et des fois, j'avais des vidéos sur mon téléphone de lumière qui s'allument toute seule. De bruit qu'on entend, des fois un petit somme, on a parlé de dormir, bon bref, un petit somme et puis on a l'impression que quelqu'un te chuchote à l'oreille et puis il n'y a personne autour, mais c'est sympa, on se sent un peu observé aussi par les portraits dans les chambres, puisqu'on a l'impression, je vous ai montré tout à l'heure les photos, hein, des enfants, des peintures d'enfants qui ressemblent pas à des poupées ou même mal dessinées, qui nous regardent, qui nous fixent du regard. Et ça, c'est sur le lit, quoi. Donc on se lève, ça fait bizarre, je pense, quand on est client de l'hôtel. Mais bon, personne s'en est plaint, donc je pense que la déco plaît. Hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce que vraiment mettre des portées au-dessus de la tête de lit, quand même. Ouais, c'est une question de goût, je pense. Vachement glauque, quand même. Oui, ah oui, c'était glauque. Moi, je n'y serais pas... Je pense que je ne dormirai jamais dans ce type de palace. C'est un peu comme dans les vieux châteaux, vous avez déjà visité des châteaux anciens. Les chambres, ça ressemble un peu à ça, quoi. Des
des lits comme ça, des poutres un peu partout, des tableaux. Il y a même des tableaux dans la salle de restaurant avec des volailles déplumées en train d'être picorées par des oiseaux. Enfin voilà, et à côté, il y a le buste de Napoléon. On ne sait pas, mais ça fait bizarre. Est-ce qu'après tu as aussi peut-être quelques anecdotes à nous donner sur l'endroit tant qu'on y est, vu que c'est quand même un chargé d'histoire, peut-être des trucs que tu as appris ou au contraire juste des anecdotes que tu as eues de par ton poste? Je réfléchis. Bah déjà, le palace avait été racheté par la famille. Enfin, ça appartenait à la famille de la femme de Monsieur Guérard, qui était châtelain, en gros. Et puis, quand Madame Guérard s'est mariée avec Monsieur Guérard, je ne sais pas si vous connaissez Michel Guérard, c'était un grand chef cuisinier qui était basé de base à Asnières, où il avait il était pâtissier de base. Et puis ensuite, il est venu dans les Landes pour se rapprocher de sa femme. Et il s'est dit, tiens, on va devenir hôtelier. On va créer notre complexe hôtelier avec un spa, puisque c'est une zone thermale. Et on va mettre un restaurant de luxe. Et donc Michel Guérard était un très bon ami à Paul Bocuse. Je ne sais pas si vous connaissez, qui était un grand chef étoilé aussi, avec plusieurs restaurants étoilés. Michel Guérard, ça a été aussi le maître de stage d'Alain Ducasse, qui pareil, un grand chef cuisinier qui cumule plusieurs vingtaines d'étoiles dans le monde entier. J'ai Michel Saran aussi. Et donc, ils ont créé ensemble ce qui s'appelle la chaîne thermale du Soleil. Peut-être vous en avez vu les pubs à la télé. C'est une chaîne qui a plusieurs complexes thermaux dans le monde entier. Et donc, pareil, voilà, ça brasse de l'argent. Mais ça a commencé ici, dans les Landes, à Eugénie-les-Bains. Donc, est-ce que après tu peux nous dire un peu donc globalement comment t'as quitté justement le palace et après vers quoi ça t'a mené ensuite? Avec perte et fracas. Non, en vrai, c'était le Covid, confinement. Le palace était fermé, donc du coup, on recevait très peu d'appels, voire pas du tout. On s'ennuyait. Je jouais aux jeux vidéo la nuit, j'avais la PS4, je me branchais dans une chambre et je jouais sur les télés de la chambre. Je prenais un café quand même avec l'agent de sécurité de temps en temps pour lui donner un peu de chaleur, le pauvre. Il était tout seul dehors dans sa petite guérite sans porte, donc il pouvait même pas se mettre au chaud. Et à un moment donné, le Covid arrive. Ça se passe pas très bien avec mon employeur puisque il me donne une charge de travail monstre la nuit alors que la journée il ne faisait pas grand chose. Donc à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Ils m'ont dit, on fait pas de rupture conventionnelle ici. J'aurais dit, c'est faux, je sais que vous en avez fait pour telle personne. De toute façon, vous pouvez toujours refuser, je trouverai un moyen de la faire signer. Ils ont refusé. Ce que je dis là reste bien sûr entre nous dans ce podcast. Je me suis mis en arrêt maladie une semaine jusqu'au vendredi. Le vendredi, je repars voir le médecin qui me réarrête pour tout le reste de la semaine. Je devais travailler le vendredi soir, donc il fallait qu'il trouve quelqu'un dans les 2 heures pour me remplacer. À un moment donné, ils ont compris que ça commençait à devenir instable pour eux parce qu'ils devaient toujours chercher quelqu'un pour remplacer. Et donc, ils ont accepté la rupture conventionnelle et je suis parti de manière assez sereine. Voilà. Mais je recommande le palace, vraiment. On aura un peu de mal à croire vu la fin. En tant que visiteur, mais même en tant que... Je pense que même en tant qu'employé, l'hôtellerie-restauration, c'est juste un métier, par contre, de passion. On le fait pas pour le salaire, on le fait pas pour le client, on le fait vraiment pour la passion. Parce que quand on n'aime pas ça, ça peut vite être lourd, quoi. La déco est sympa. Non. Ah, t'as pas voulu essayer de prendre un tableau pour l'emmener chez toi? Après, il y en a qui aiment, mais non. Et puis les tableaux, je pense, coûtent affreusement cher. Enfin, et puis il y avait même des énormes lustres qui faisaient la taille de cette pièce. Enfin, là, personne ne voit la pièce, mais on doit être à peu près sur du 7 mètres carrés, 8 mètres carrés. Voilà, le lustre faisait cette taille-là, quoi. On sait qu'en plus, si c'était un palais d'état d'une impératrice, il peut y avoir de belles pièces à l'intérieur, logiquement. Oui, c'était magnifique. Après, c'était refait. Refait. On me dit bien qu'en 200 ans, oui, il y a eu quelques coups de peinture. Ça fait le tableau. C'est ça. Et puis après, il y avait la période de Noël où il y avait des magnifiques sapins de Noël décorés un peu partout. Et puis, il y avait... si vous y passez un jour à Eugénie-les-Bains, vous pouvez visiter les jardins. Vous allez voir, c'est très bien, c'est très beau. Ça fait un mini Versailles, mais vraiment très mini Versailles, quoi, niveau jardin. Mais allez voir, c'est sympa.
Et bien après, justement, on peut passer sur l'après dans la chronologie. Donc tu nous avais dit que tu avais fini que tu étais déjà bénévole à la Croix-Rouge, Oui. et qu'après tu étais parti globalement travailler sur Paris, même si c'était en télétravail, après ce que je peux comprendre. Alors, mon premier CDD de 6 mois, j'étais en 100% télétravail. J'étais en charge de la transformation digitale. En gros, on était passé sur des outils Google au niveau national. L'objectif, c'était de migrer 70 000 bénévoles et 18 000 salariés aux outils Google. Donc, mon travail, c'était de faire en sorte que la migration se passe bien, sans que les gens râlent trop et qu'ils soient le moins handicapés possible dans leurs fonctions. Et donc, j'étais sur un CDD de 6 mois. On a rédigé des webinaires, recruté des bénévoles pour faire de la formation aux personnes qui n'y connaissaient rien à Google. Donc, on était vraiment sur la formation basique, créer une signature, écrire un mail, ouvrir un drive, comment on fait une fonction dans Sheet, donc c'est l'équivalent d'Excel. Voilà. Ou encore comment partager son document à qui on veut. C'était vraiment très basique, mais pour ça c'était du 100% télétravail. Et j'avais quelques déplacements des fois sur Paris ou dans la France entière, puisqu'on a fait des tournages avec Google France pour promouvoir l'arrivée de Google à la Croix-Rouge. Ok. Et est-ce que donc tu avais un peu une formation ou quelque chose du genre avant de faire ce boulot, ou enfin ce CDD, ou est-ce que vraiment c'est parce que par tes connaissances personnelles que tu as pu avoir ce qu'il fallait pour on va dire respecter la fiche de poste? Alors moi j'ai un BEP en système électronique et numérique que j'ai eu à Saint-Genès il y a quelques temps maintenant. Je suis pas allé jusqu'au bout, je suis pas allé jusqu'en terminale, donc j'ai pas passé le bac. Donc je n'ai pas de bagage en gestion de projet, ni en transformation digitale, ni en quoi que ce soit en fait. Enfin pas grand chose en tout cas. Mais oui, c'est par le réseau, j'étais bénévole à la Croix-Rouge depuis 2011. Ils me connaissaient, ils m'avaient déjà demandé de l'aide en tant que bénévole sur pas mal de choses. À un moment donné, je leur ai dit, les gars, je suis au chômage, vous êtes sympa de me demander de faire du boulot qui me prend beaucoup de temps. J'ai une auto-entreprise, payez-moi. Genre que j'avais demandé, je crois, 500 € pour 2 semaines de travail. Ils ont dit, bon, d'accord. Donc, ils ont payé. Et puis, à la fin des 500 €, à la fin des 2 semaines de travail, ils m'ont dit, on y a réfléchi, ce serait intéressant si tu voulais bien prendre un poste. Donc, ils ont créé une fiche de poste en urgence, ils ont fait valider le budget du poste en urgence. Et donc, c'est comme ça que mon CDD de 6 mois est arrivé par le réseau. Et ensuite, j'y suis resté 3 ans à la Croix-Rouge française, puisque je suis monté à Paris ensuite pour faire l'animation de réseau des directeurs départementaux de l'urgence et du secourisme. En gros, c'est les accompagner sur la partie réglementaire, sécurité civile, comment on encadre aussi des bénévoles, quelles sont les nouveautés au niveau du ministère de l'Intérieur, les niveaux réglementaires de la formation, etc. Puis ensuite, dans le développement du bénévolat, donc comment recruter, former, fidéliser, accompagner les bénévoles. Et puis ensuite, responsable pédagogique national. Mon premier poste de manager, où j'encadrais 3 salariés, plus une vingtaine de vacataires. Et là, l'objectif, c'était de recruter et former 5000 nouveaux bénévoles en 1 an et demi. Joie. Et c'est vrai qu'un peu la question, comme tu dis justement, tu es un peu, peut-être comme manager, je sais pas si c'est le terme approprié, mais en termes de salaire, un peu, ça valait quoi concrètement Alors, mon premier poste, vous allez comprendre. Quand j'ai commencé la transformation digitale, alors il y a plusieurs positions dans les entreprises, et j'étais position 10, c'était l'équivalent d'un agent de maîtrise. J'étais payé 1 700 €. Pour vivre dans les Landes, j'avais un loyer à 300 €, ça va, je vivais plutôt bien. Ensuite, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à avoir un emploi de cadre, donc j'étais au forfait jour, donc je ne comptais pas mes heures, je commençais quand je voulais, je terminais quand je voulais. Là, j'étais en position 11, j'étais à peu près payé 1 900 à 2 000 € par mois. Et ensuite, quand j'étais responsable pédagogique, j'étais toujours P11, mais vu que j'avais un poste de management, je suis monté en échelon en gros. Et donc là, j'étais payé entre 2 300 € et 2 800 € quand je travaillais les dimanches, puisque le dimanche était revalorisé, et donc je me permettais de beaucoup travailler le dimanche. Net ou brut? Net. Je ne sais pas en brut ce que ça donne, mais en net, ouais. Ok. Et sans bac. Comme quoi c'est possible. Ah oui, très fort. Tout est possible. Donc c'est-à-dire que pendant ces 3 ans, c'était donc après le Covid, donc c'était quoi, 2021-2024 environ? C'était 2022-2025. Ok. 2021-2025, ouais c'est ça. C'était de novembre 2021 à novembre 2025.
Ah ouais, 2024, je vais y arriver. Oui, 2021-2024. Oh là là, désolé. Ça va, on peut comprendre. Ça fait 45 minutes, voire sans compter ce qu'il y avait avant, qu'on te tient la jambe. Donc, Non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi. Donc novembre 2021 à novembre 2024, juste après les JO. Et après, à ce moment-là, ça s'est un peu terminé comment avec la Croix-Rouge Fin de contrat, fin de CDD de 18 mois. On devait partir sur un CDI et puis en fait, il y a eu un gel des postes à la Croix-Rouge puisque la Croix-Rouge, il faut le savoir, est très déficitaire par manque de dons, par manque de rentrée d'argent, etc. Donc le CDI n'était plus possible. Donc on a échangé. On n'a pas réussi à trouver forcément de solution. Donc j'ai trouvé un autre emploi en un mois, même pas, en tant que chargé d'animation de l'équipe support chez les Petits Frères des Pauvres, qui est une association qui lutte contre contre l'isolement des personnes âgées, qui ne lutte pas contre les personnes âgées, ce serait bizarre sinon. Là, donc j'accompagnais les ingénieurs pédagogiques, donc les personnes qui créent la formation, pendant 3-4 mois, avant de repartir sur Langon. Est-ce que c'était un peu le même type de travail entre guillemets que ce que tu avais après ton premier CDD à la Croix-Rouge là, sur les 3 postes que tu as eu Non, c'était différent parce qu'à la Croix-Rouge, j'étais bénévole, donc j'étais déjà sensibilisé un peu au réseau bénévole. Et quand on est bénévole à la Croix-Rouge et qu'on parle des salariés, on parle des personnes qui n'y connaissent rien, qui travaillent pour les bénévoles, mais qui en fait n'ont pas de connaissances. Et en fait, quand je suis arrivé chez les Petits Frères des Pauvres, je me suis un peu vu là-dedans, en me disant, en fait, je suis salarié dans une association, je travaille au service du réseau bénévole, sauf qu'en fait, je suis pas bénévole chez eux, donc je ne sais pas vraiment comment ils travaillent, je ne connais pas leur méthode, je ne suis pas en lien avec les personnes âgées, etc. Et donc c'est hyper compliqué pour moi de former et de surtout me mettre à leur place, quoi. Ce qui était plutôt le cas à la Croix-Rouge, parce que là, j'avais du réseau, je connaissais, et voilà. Est-ce que c'est-à-dire que justement, est-ce qu'en parallèle, tu étais encore bénévole à la Croix-Rouge aussi ? Ouais, j'étais bénévole à la Croix-Rouge, j'étais même directeur départemental d'urgence et du secourisme bénévole dans les Landes. Je vivais à Paris et je faisais du télébénévolat. Donc on a bien marché pourtant grâce au télébénévolat. Hein. On est passé de 60 bénévoles secouristes à 120 bénévoles secouristes en 1 an et demi. On a créé des conventions, travaillé avec la préfecture, signé des conventions aussi avec le SAMU. Enfin, on a bien travaillé et puis on a fait la gestion des férias de Dax et de Mont-de-Marsan où on a besoin d'à peu près 200 bénévoles sur 2 fois 5 jours du coup. Une fois pour Mont-de-Marsan, une fois pour Dax. Et donc ça a duré un peu combien de temps et ça s'est fini quand globalement aussi en termes de date Le bénévolat ? Ta mission, ton CDD à Petits Frères des... Ah, des Petits Frères des Pauvres. J'ai commencé en février, j'ai terminé en juin. Voilà, j'ai arrêté. Enfin, j'ai demandé à ce qu'on arrête le contrat parce que j'en pouvais plus. Et donc on a mis fin à l'échange en juillet. Et ce qui fait que après tu t'es retrouvé où concrètement ? Chez ma mère. Chez ma mère. Et j'y suis toujours parce que trouver un appart quand on n'a pas de boulot, c'est très compliqué. Avec les garanties loyers impayés, il faut un CDI ou un CDD de 12 mois minimum. Donc je suis reparti chez ma mère parce que les loyers à 700 balles quand tu es au chômage, c'est compliqué. Même si mon chômage n'est pas mauvais, hein, je peux vous le dire, hein, je touche 1700 € de chômage. Hein, donc voilà, donc je pourrais payer un loyer, mais les propriétaires ne le voient pas de cette manière-là. Donc ce qui fait que un peu maintenant tu cherches un peu où, ou est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose ? Dans le coin, plutôt un travail. Moi j'ai horreur de travailler pour moi, j'ai horreur de travailler pour un patron, j'ai besoin de travailler pour les autres. Donc j'ai besoin à ce que mon travail ait un impact direct ou indirect pour les personnes. Quand je travaillais au Palace, j'avais un impact chez les clients. Quand je travaillais à la radio, j'avais un impact chez les auditeurs. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir les auditeurs qui nous écoutent, qui viennent nous voir, qui nous croisent des fois dans la rue, qui pensent qu'on les connaît, parce qu'ils nous ont vus sur les vidéos ou sur les pages Facebook et qui nous parlent comme si on était potes. Quand je travaille à la Croix-Rouge, je travaille au service du réseau des bénévoles, mais aussi peut-être des victimes qui sont prises en charge ou des personnes qui sont accompagnées par la Croix-Rouge sur l'aide alimentaire ou autre. Enfin, j'ai besoin de ce truc-là où il y a un impact positif pour les personnes, quoi. Et je parle pas de chiffre d'affaires. Donc ce qui fait que vraiment maintenant tu trouves... Je dis bonjour. Ouais, parce que on pourrait croire que je suis un peu le seul animé, mais c'est vrai que
C'est vrai qu'on reste beaucoup. Hein. Mais du coup, t'en es où maintenant? Bah maintenant, je suis nulle part. Je suis au chômage, je fais de l'associatif, je suis toujours à la Croix-Rouge. En Gironde, maintenant, je suis administrateur provisoire d'une unité locale à Villeneuve-d'Ornon. Donc c'est l'équivalent d'un président, parce qu'en fait, l'ancienne présidente a démissionné. Donc en attendant de trouver un nouveau bureau, on est obligé d'avoir une administration provisoire. Donc je gère l'unité locale avec une équipe de 2-3 personnes. C'est l'équivalent de 90 bénévoles à peu près sur cette équipe locale. Et à la fois, en même temps, je suis président de la radio REM, donc ça me demande beaucoup de temps, mais c'est toujours pas un emploi, donc je cherche aussi du travail à côté. Je postule à droite à gauche, mais pour l'instant, pas de piste. Enfin, là, on arrive sur une période où c'est hyper compliqué, il n'y a plus d'offres qui tombent trop, donc voilà. Puis vu que j'ai, comme vous l'avez dit, un parcours assez éclectique, c'est compliqué de trouver. Ouais, moi j'avais une question que malgré ton... peut-être pas ouais, moi j'avais une question, c'est que malgré ton parcours assez atypique, t'as jamais eu des impératifs financiers qui sont imposés à toi. Par exemple, tu dis ouais bon bah je vais partir dans de l'intérim parce que sinon je peux pas finir le fin du mois. Non, parce que j'ai toujours réussi à avoir des emplois vite. Enfin vite, maintenant c'est un peu plus compliqué du coup, mais j'ai toujours eu des emplois vite. Dès que je sentais que ça commençait à être tendu, j'ai toujours réussi à aller de l'avant, à appeler, beaucoup appeler, à me déplacer. Donner un CV chez But par exemple, chez But, les meubles là, magasin de meubles. Le directeur, j'allais donner mon CV, on vous rappellera. Une fois par semaine, j'allais le voir. Bon, à un moment donné, je l'ai saoulé. Il m'a demandé un entretien. Il m'a dit voici une feuille blanche, je vous prends dans une demi-heure, faites le tour du magasin et dites ce qui va et ce qui va pas. J'ai fait une liste de ce qui n'allait pas, bien conséquente, une liste de ce qui allait, et au final, il a aimé mon culot et il m'a quand même pris. Donc voilà, allez-y au culot, vraiment, tentez des trucs, faites de l'essai-erreur, hein, testez un truc, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis quoi. Mais ne vous laissez pas, restez pas dans le conventionnel, sortez du lot. Les gens ils ont l'habitude du conventionnel, les CV Canva, ça va 30 secondes. Sortez de ça quoi, montrez qui vous êtes, soyez personnel. Voilà, c'était mon conseil. En vrai, j'ai un peu l'impression que ça peut faire un bon mot de la fin, à moins que l'un d'entre vous ait une question d'interrogation à poser peut-être. Une vie enrichissante quand même. Ouais, pas mal d'expériences, en plus ça c'est vrai globalement. Parce que même si c'est vrai qu'il y a tout ce qui est du contact qui reste quand même très présent, on reste vraiment sur différents types de contacts. Donc c'est assez intéressant à écouter. Et chaque expérience enrichit l'autre. Par exemple, ce que j'ai fait dans le Palace, ça m'a aidé quand même dans l'animation de réseau bénévole, sur notamment la diplomatie. Comment faire comprendre non sans braquer le bénévole qui a donné des heures de travail là-dessus, par exemple. Ou la radio sur prendre la parole en public. Quand on est en réunion avec des équipes où on doit porter un projet, ça fait du bien de pouvoir savoir comment s'exprimer devant du public sans forcément avoir la trouille, quoi. Et donc chaque expérience a enrichi l'expérience précédente, enfin l'expérience suivante, quoi. En tout cas, on te remercie vraiment d'avoir pris ton temps pour nous parler un peu de ton parcours et tout. Et j'espère que ça a intéressé et peut-être même inspiré certains qui écouteront cette émission. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci vraiment à toi.